Bonjour, je m'appelle Marion Bril, je suis spécialiste en préférence motrice. Je vous ai fait ici une courte vidéo de présentation de ce qu'on peut observer au basket et des solutions qu'on peut apporter à certaines problématiques. Il y a énormément de critères à analyser au basket, beaucoup de statistiques à la fin des matchs, et là on va choisir de s'intéresser dans un premier temps aux passes décisives. Il est d'abord important de comprendre le système de perception-action, qui est un système qui s'auto-entretient. Plus la perception est bonne, plus l'action qui en découle sera juste et efficace. Prenons en exemple James Harden qui lui a une perception visuelle optimale à droite. On parle d'œil moteur droit. Plus il s'orientera de façon à percevoir avec son œil droit, plus l'action qui en découle sera juste. En ayant conscience de ce critère, voyons donc en vidéo un panel de ces passes décisives. Sur cette vidéo, on voit très bien que James Harden vient fixer à l'intérieur avec une trajectoire de course de la droite vers la gauche du terrain. Il met ainsi coéquipier adversaire sur sa droite, son œil moteur étant le droit. Il a ainsi une très bonne perception de ce qui se passe. Il peut continuer à regarder devant lui et en même temps délivrer le ballon dans le bon timing et de façon précise. Sur cette deuxième vidéo, c'est la même chose. Il vient fixer en gardant adversaire et coéquipier dans son radar droit. Il garde donc la tête droite et la perception étant optimale, il peut ainsi délivrer une passe décisive précise. Sur cette troisième vidéo, il vient aussi fixer en gardant l'adversaire et coéquipier sur son radar droit. Et même s'il est très bien pris par la défense, il arrive à délivrer une magnifique passe décisive à son coéquipier qui est lui-même surpris que la balle lui arrive directement dans les mains. Alors il peut aussi bien sûr aller fixer sur la partie droite du terrain, mais à ce moment-là, il va devoir tourner sa tête vers la gauche de façon à mettre son œil radar, œil droit en avant et à ouvrir ainsi son champ de perception à 180 degrés. Il peut ainsi de nouveau délivrer une belle passe décisive dans le mouvement. On le voit d'ailleurs très bien sur ce ralenti. Enfin, sur cette vidéo, nous allons assister à un beau backdoor. On voit très bien que le joueur adverse dont il est en charge sur la défense est placé sur son œil gauche et qu'il est obligé à plusieurs reprises de tourner la tête pour voir et le ballon sur sa droite et son adversaire côté gauche. Mais malgré ça, il n'est pas assez rapide dans la perception et même si son vis-à-vis ne marque pas le panier, nous assistons à un beau backdoor. Sachant que nous avons tous un œil moteur préférentiel, nous pouvons ainsi déterminer les zones d'ombre d'une équipe et attirer l'attention des joueurs sur les zones de vigilance pour la défense. Il ne s'agit pas de changer le 5 de base, mais que chacun des joueurs puisse s'orienter en fonction de sa préférence et ainsi avoir une perception optimale du jeu. Après avoir évoqué cet exemple de perception préférentielle avec l'œil moteur, qui est un critère parmi 12 autres, j'aimerais revenir sur quelque chose de plus général en prenant l'exemple du scénario improbable des playoffs 2018 de la conférence Ouest. La finale oppose les Houston Rockets aux Golden State Warriors. Les deux équipes ont gagné 3 matchs chacun, on arrive donc au match 7 décisif. Et là, va se produire un fait de jeu incroyable, on va assister à 27 tirs à 3 points ratés d'affilée, ce qui va constituer un triste record. On va se remettre dans le contexte de la saison 2017-2018. Les Rockets terminent la saison régulière en étant premiers de leur conférence devant les Warriors, avec le meilleur bilan de l'histoire de la franchise, 65 victoires pour 17 défaites. Ils survolent alors le championnat. Concernant les prises de shoot à 3 points, ils sont vraiment coutumiers du fait. C'est la première équipe à tenter plus de 3 points que de 2 points et ils obtiennent le record du nombre de paniers à 3 points marqués durant cette saison. C'est simple, dans l'histoire de la NBA, 15 fois la barre des 50 paniers à 3 points a été tentée, Houston l'a fait 11 fois. C'est dire à quel point tenter des tirs à 3 points fait partie de leur ADN de jeu. De plus, comme toute grande équipe, ils ont un leader, James Harden. Cette année-là, il éclabousse la NBA de son talent et obtient le titre de MVP 2018 avec une moyenne par match de 30,4 points, 8,8 passes et 5 rebonds. C'est le premier joueur NBA de l'histoire à marquer un triple-double de 60 points et délivre 4 matchs à plus de 50 points. Concernant sa habileté en 3 points, les stats parlent pour lui. C'est le joueur qui a marqué tout simplement le plus de 3 points cette saison. Et pourtant, malgré tout ça, il va y avoir 27 tirs à 3 points ratés de suite. En voici la localisation sur ce schéma. Alors pourquoi ce taux d'échec si important? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut penser que c'est dû à l'absence du meneur de jeu Chris Paul qui s'est blessé au match 5. Cependant, même si c'est un énorme coup dur pour les Rockets, ça ne peut pas être la seule raison de ce taux d'échec qui est historique. D'autant que le match qui se joue à domicile a très bien débuté pour Houston. Ils ont un taux de réussite de tir à 3 points de 37%, ce qui est dans leur moyenne, et surtout ils mènent de 11 points à la mi-temps. L'entraîneur adverse Steve Kerr dira d'ailleurs de son équipe que c'est le pire carton jamais joué par les Warriors. Alors comment expliquer ce revirement de situation? Avant d'essayer d'apporter quelques éléments de réponse possibles, commençons par analyser le tir à 3 points de James Harden. Au début du match, Harden prend des tirs à 3 points et même s'il se fait percuter en l'air par le défenseur, on voit bien que son corps reste coordonné. Puis il se réceptionne en arrière en contractant ses chaînes musculaires avant, ce qui lui permet de garder le contrôle et de rester précis. Le tir est donc réussi. Prenons un autre exemple dans un autre match. Il prend également un tir à 3 points et se fait percuter aussi en l'air. Le même schéma se reproduit, il reste coordonné et se réceptionne en arrière grâce à ses chaînes musculaires antérieures. Il garde ainsi sa précision et le tir est réussi.
Sur ce troisième exemple, c'est le même scénario qui se produit. Un tir à 3 points pris par Harden, l'adversaire qui le percute dans les airs et la réception en arrière qui lui permet de garder sa précision. Revenons maintenant au match contre les Warriors à la fin du deuxième quart-temps. Il prend un tir à 3 points, il se fait de nouveau pousser dans les airs, mais cette fois il ne se rattrape pas en tombant en arrière, il ne gère pas son équilibre grâce à ses chaînes musculaires antérieures comme on a vu précédemment, mais il essaie de rester coordonné en faisant quelques pas en arrière. On remarque pour le coup que c'est moins efficace car le panier est raté. Alors on a tous une motricité principale qu'on utilise 80% du temps, dans laquelle on est à l'aise, facile, fluide. C'est ce qu'on appelle notre zone de confort. Et puis on a tous une deuxième motricité, la motricité associée, qu'on utilise 20% du temps et qui apparaît quand on est fatigué ou émotionnellement impacté, en colère, etc. Le problème, c'est que souvent, quand on est fatigué ou stressé, on continue à utiliser la technique qu'on fait habituellement dans notre motricité primaire. Sauf que ce ne sont pas du tout les mêmes chaînes musculaires qui sont sollicitées, et du coup, on va perdre en coordination. Et si à ce moment-là, on n'arrive pas à lâcher prise, on va rater des immanquables, on va faire des fautes de main, on va prendre des mauvaises décisions, etc. On a vu précédemment que la blessure du meneur Chris Paul a joué sur la défaite des Rockets. Non seulement en fait son talent a manqué, mais les joueurs ont également dû plus s'employer pour combler cette absence qui a pu générer une fatigue et faire basculer dans la motricité associée. Il y a aussi bien sûr l'enjeu de la qualification qui peut générer un stress et faire basculer dans l'autre boucle. Et il y a également un autre élément qui a dû jouer, comme on va le voir dans la vidéo qui suit. Et il s'agit des fautes subies non sifflées, comme c'est le cas ici. On voit très bien l'agacement du 15 et l'agacement également du coach sur le banc. James Harden reste dans un premier temps très calme. S'ensuit très peu de temps après une deuxième faute avec un tir qui est raté. Mais comme c'est pas sifflé, ça permet le contre des Warriors qui va se terminer par un tir à 3 points réussi. Et on voit très nettement l'agacement de James Harden qui se manifeste tout de suite et l'agacement du coach sur le banc qui continue. À la reprise de la mi-temps, il y a une faute flagrante sur Harden et malgré son panier marqué, on ne lui accorde pas le coup franc supplémentaire lié à la faute. Du coup, il perd complètement son calme et se dirige de façon énervée vers le clan arbitral. Or, on sait que la remontada des Warriors commence à partir du retour de la mi-temps et c'est évidemment le tournant du match. Juste 2 minutes après cette action, on a une faute sur ce joueur qui est pris en sandwich. La faute n'est pas non plus sifflée. Et 1 minute après cette action, nous allons avoir une autre faute qui est faite sur Harden et qui là va montrer de nouveau des signes très nets d'agacement. Et enfin, sur cette dernière vidéo, on voit un bloc qui n'est pas du tout académique et qui n'est pas non plus sifflé. Ce qui fait qu'on va avoir dans les 4 premières minutes de la reprise de la mi-temps 4 fautes évidentes qui ne sont pas sifflées par l'arbitre, avec plusieurs scènes d'énervement de la part d'Harden et de ses coéquipiers et du coach. Et c'est à ce moment-là que le match bascule. On a donc un contexte positif avec une très bonne entrée dans le match et une excellente première mi-temps de la part des Rockets, puis ça vrille dans un autre contexte avec un agacement général, une fatigue et un contexte de match à enjeu. Et c'est à partir de ce moment-là, au début du troisième quart-temps, qu'il va y avoir ce triste record des 27 tirs ratés à 3 points consécutifs. La motricité B n'est pas une mauvaise motricité, il faut juste savoir lâcher prise à ce moment-là pour rester performant. C'est ce que travaillent entre autres les préparateurs mentaux. Mais ce qui est intéressant quand on a conscience de ces deux motricités, c'est qu'on peut entraîner le joueur dans les deux afin qu'il reste toujours performant quel que soit le contexte. Si on reprend l'exemple de James Harden, on sait qu'il a un œil moteur droit et lorsqu'il passe dans sa motricité B, tout s'inverse et sa perception se fait alors avec l'œil gauche. L'un des exercices qu'on peut alors proposer est de lui cacher l'œil droit avec un bandeau pour le faire percevoir avec son œil gauche et ainsi l'amener dans sa motricité B qui est associée. On simule ainsi un état de fatigue, de stress ou d'énervement afin qu'il puisse s'entraîner dans cette motricité qui va avec, pour qu'il puisse trouver les solutions motrices et garder sa précision à n'importe quel moment du match, peu importe le contexte. On travaille ainsi l'adaptabilité du joueur qui aura plus de chances de rester lucide et précis pendant tout le match et de gagner en régularité. Quand on reprend les statistiques des meilleurs clutch players, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire gagner leur équipe dans les dernières secondes des matchs à enjeu, et qu'on regarde ça depuis 2001, on voit que LeBron James est vraiment très performant avec 42% de réussite au tir, et que James Harden, lui, n'est qu'à 11% de réussite au tir dans ces moments-là. Et c'est d'ailleurs ce qui lui est encore reproché aujourd'hui.